Koursk, juillet 1943, front de l'Est. Les chenilles des blindés, fébriles, grondent de tous les côtés. Les avions, impatients, font tourner leurs hélices. C'est ici que va se dérouler une bataille de géants entre la Wehrmacht allemande et l'armée rouge soviétique. La plus forte concentration d'hommes de toute la guerre, la plus grande bataille de chars de tous les temps. Si la bataille de Stalingrad à l'hiver 1943 a été le tournant psychologique de la guerre, Koursk a incontestablement été le tournant opérationnel. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras tous les détails sur cette bataille infernale et démesurée qui a fait basculer le cours de la guerre. Au début de l'année 1943, les Allemands sont sous pression sur le front de l'Est. L'opération Barbarossa lancée par Hitler contre l'URSS est un échec. Au nord, à Leningrad, la Wehrmacht, appuyée par les Finlandais, avait pourtant encerclé la ville, mais ne réussit pas à la faire tomber face à la résistance des Soviétiques, galvanisés par cette guerre patriotique. En janvier 1943, la contre-offensive Iskra de l'armée rouge perce le siège de Leningrad et permet d'ouvrir de nouvelles routes de ravitaillement. La Wehrmacht ne se fait plus d'illusions. Elle ne parviendra pas à prendre la ville. Ce n'est pas mieux au centre, à Moscou, où la Wehrmacht avait concentré son effort principal. En novembre 1941, les Allemands sont à seulement quelques kilomètres de la ville. Mais ils sont à bout de souffle et sont attaqués par un autre ennemi, le terrible hiver russe. L'essence gèle dans les réservoirs des blindés, les culasses ne coulissent plus, des milliers de soldats sont évacués pour gelures graves. Le 6 décembre 1941, le général soviétique Zhukov lance une gigantesque contre-offensive de 88 divisions. Les soldats allemands, menacés d'encerclement, décrochent de leur ligne de défense. Enfin, au sud, à Stalingrad, c'est la catastrophe. En novembre 1942, une autre contre-offensive soviétique surprise, l'opération Uranus, perce les lignes allemandes et aboutit cette fois à l'encerclement et la destruction de la 6e armée allemande du général Paulus. Cette défaite a un impact psychologique considérable sur l'armée allemande. Hors de l'Europe, les Allemands sont aussi en bien mauvaise posture. Les sous-marins allemands U-boats ne parviennent plus à faire de dégâts aux convois de ravitaillement qui naviguent en Atlantique. Les escortes alliées se sont renforcées et le développement du radar et des sonars permet maintenant de détecter bien plus efficacement les sous-marins allemands et de les envoyer par le fond. En Afrique, c'est la fin des victoires éclatantes du général Rommel, le renard du désert. Après avoir conquis toute la Libye et être entré en Égypte, menaçant le canal de Suez, il est définitivement stoppé par les divisions du général britannique Montgomery lors de la première bataille d'El Alamein. Pire, les alliés anglo-américains débarquent au Maroc et en Algérie un mois plus tard, en novembre 1942, et vont prendre l'armée allemande d'Afrique en étau. Mais si la Wehrmacht en 1943 a un genou à terre, elle est encore très dangereuse et surtout commandée par les meilleurs généraux du monde. Les soviétiques vont faire la terrible erreur de la sous-estimer. Revenons sur le front de l'Est. Après la victoire soviétique à Stalingrad en février 1943, l'armée rouge veut profiter de son avantage et lance plusieurs offensives pour repousser la Wehrmacht à l'ouest. Les soldats allemands, épuisés, mal approvisionnés et avec un moral au plus bas, reculent. Mais derrière cette faiblesse apparente, les divisions blindées allemandes conservent une capacité offensive foudroyante. Les soviétiques investissent la région de Kharkov, un nœud vital pour l'approvisionnement de la Wehrmacht, et ils prennent la ville le 16 février 1943. Ils semblent inarrêtables. Mais comme toute armée qui avance vite, les lignes de l'armée rouge se sont étirées, exposant ses flancs à des contre-attaques. Von Manstein, le génie militaire allemand et commandant du groupe d'armée sud, l'a bien flairé. Il est temps de remettre les soviétiques à leur place. Il rassemble l'ensemble de ses forces blindées et lance une contre-offensive totalement surprise. Les divisions blindées et motorisées de von Manstein, bien qu'en mauvais état, encerclent plusieurs armées soviétiques totalement prises au dépourvu et les repoussent loin de la ville. Cette victoire donne un répit crucial à l'Allemagne pour remettre en état ses armées et augmenter l'approvisionnement. L'armée rouge arrête d'avancer, le front s'est stabilisé. Le printemps 1943 en URSS est marqué par une rasputitsa, des écoulements de boue lors du dégel particulièrement violents. Les combats, limités à des escarmouches, se stoppent pour plusieurs semaines sur le front de l'Est. L'état-major allemand en profite pour étudier les cartes du front et réalise la présence d'un énorme saillant soviétique dans la région de Koursk.
Une attaque en pince pourrait encercler et détruire plusieurs armées soviétiques ainsi que raccourcir le front. Pour Hitler, à la tête de l'état-major de la Wehrmacht, une victoire décisive à Koursk obligerait Staline à s'asseoir à la table des négociations. La conquête de l'URSS n'est désormais plus un objectif réaliste, il faut arrêter la guerre à l'Est pour se concentrer à 100% sur le front de l'Ouest où un débarquement allié imminent n'est plus un secret pour personne. Galvanisé par les succès récents de von Manstein à Kharkov et par les superchars allemands Panther et Tigre, Hitler veut attaquer. Mais von Manstein émet de sérieux doutes sur la réussite de cette offensive. Les soviétiques ont eu tout le temps nécessaire pour fortifier leur position dans cette région de Koursk, construire des tranchées et miner le terrain, la blitzkrieg sera inefficace. Et surtout, il n'y aura aucun effet de surprise. De toutes les batailles de la Seconde Guerre mondiale, jamais une attaque fut aussi prévisible. Il n'y avait qu'à avoir une carte du front sous les yeux pour deviner une attaque allemande. Le général allemand Guderian, l'un des génies concepteurs de l'invasion des Ardennes en France, est aussi contre cette offensive. Rappelé sur le devant de la scène, il est l'inspecteur général des troupes blindées allemandes. Il ne se leurre pas sur les moyens très limités dont dispose l'Allemagne. Si les superchars Panther et Tigre, les meilleurs du monde à ce moment-là, sont redoutables, ils sortent aussi au compte-gouttes des usines car ils sont extrêmement coûteux en main-d'œuvre et en matières premières, toutes deux rationnées. L'Allemagne ne pourra pas reconstruire une force blindée si elle échoue à Koursk. Mais Hitler balaye ses inquiétudes d'un revers de main et ordonne la préparation de la bataille. Nom de code, Opération Citadelle. Parce qu'ils n'ont pas le choix, les généraux allemands se rallient au plan d'attaque mais demandent à ce qu'il soit exécuté le plus vite possible. C'était sans compter sur l'indécision d'Hitler. Il ne va faire que reporter l'opération, bouleversé par les revers de l'Afrika Korps en Afrique du Nord et attendant les conditions météorologiques parfaites. Pendant ce temps, l'armée rouge transforme le saillant de Koursk en une véritable forteresse. Du côté soviétique, l'armée rouge a amassé dans la région de Koursk des forces considérables. Près de 2 millions d'hommes attendent dans le saillant. S'y ajoutent 5000 chars, 3000 avions et 30 000 canons. Von Manstein avait vu juste. Dès la fin de l'hiver, les soviétiques ont fortifié la région. La population a été mobilisée pour creuser des milliers de kilomètres de tranchées, des centaines de milliers de mines ont été posées, des chars T-34, des canons anti-chars et des mitrailleuses ont été enterrés. En face de l'armée rouge, les Allemands alignent 900 000 hommes, 2700 chars et 2000 avions, rassemblant l'élite des combattants du front de l'Est. C'est la plus forte concentration de blindés de toute la guerre. Un choc des titans se prépare. Si au grand désarroi des généraux allemands, Hitler pèse de tout son poids dans les décisions militaires, ce n'est plus le cas de Staline. L'armée rouge a évolué. Au début de l'opération Barbarossa en 1941, les officiers soviétiques, en qui le Parti communiste n'avait pas confiance, étaient constamment sur la sellette, régulièrement remplacés ou radiés. 2 ans plus tard, Staline a desserré la vis et fait bien plus confiance à ses généraux, en particulier à Yukov, qui a sauvé l'URSS à plusieurs reprises. Yukov est d'ailleurs fait maréchal par Staline le 18 janvier 1943. Les généraux soviétiques ne font plus de manœuvres politiques pour garder leur place, mais peuvent désormais se concentrer à 100% sur la stratégie militaire. Yukov doit néanmoins convaincre Staline qu'il ne faut pas attaquer en premier, mais laisser les Allemands s'épuiser sur leur défense, puis seulement ensuite lancer des contre-offensives qui les chasseront définitivement de la région. Les généraux soviétiques ne sont pas pour autant rassurés. Ils connaissent le génie et la ruse des officiers allemands. Cette attaque sur Koursk paraît bien trop prévisible. Le 5 juillet 1943, l'enfer se déchaîne. La bataille de Koursk démarre. Au nord, la 9e armée du général allemand Model, sous le commandement de von Kluge, lance ses chars mais subit dès les premiers kilomètres des tirs de barrage d'artillerie. Les soviétiques les attendent depuis des mois. Model réussit à percer la première ligne de défense au prix de lourdes pertes, mais est définitivement stoppé par la 2e ligne de défense et les contre-attaques du général soviétique Rokossovski. Au sud, l'attaque coordonnée de von Manstein avec ses forces blindées commence bien mieux. L'armée Panzer du général Hoth avance de 35 km et amorce une jonction avec l'armée du général Kemp pour encercler une partie des armées soviétiques. L'armée rouge est acculée, elle prend peur et mobilise déjà ses forces de réserve pour bloquer les Allemands. Au cœur de la bataille, la petite ville de Prokhorovka. La 5e armée de garde soviétique, avec ses 1000 blindés, s'élance contre le 2e corps blindé SS avec ses 700 Panzer. Le champ de bataille est apocalyptique. C'était un véritable enfer.
Partout le feu, des explosions, des morceaux d'acier qui volaient dans toutes les directions. Les chars prenaient feu autour de moi. Les tourelles de 5 tonnes étaient propulsées jusqu'à 15 ou 20 mètres dans les airs par la force des explosions. Le 2e corps blindé SS prend l'avantage. Les armées de von Manstein continuent leur avancée vers le nord en direction de Koursk pour effectuer leur percée et mettre en déroute les soviétiques. Mais au nord, pour le groupe allemand de von Kluge, la situation s'est empirée. L'armée rouge a lancé une contre-offensive dans le secteur d'Orel qui est en train de repousser les Allemands. Or, le succès de Koursk repose sur la réussite des 2 offensives, celle du nord et celle du sud, pour effectuer ce mouvement en pince et encercler les armées soviétiques du saillant. C'est désormais impossible. Le 13 juillet 1943, Hitler convoque à son QG von Manstein et von Kluge. Il leur annonce que les Alliés ont débarqué en Sicile, que l'Italie ne va pas opposer de résistance et qu'il faut maintenant dépêcher des divisions du front de l'Est pour les placer en Italie. De toute façon, l'offensive sur Koursk n'a pas abouti. Von Manstein est furieux. Il faut que le groupe d'armées sud profite de son avantage pour poursuivre son avance et stabiliser le front. Mais Hitler est une fois de plus catégorique. Ordre est donné au groupe d'armées nord de von Kluge de se replier dans le saillant d'Orel pour limiter les dégâts, et le 2e corps blindé SS, au cœur de la percée du sud, est appelé en Europe. C'est à ce meilleur moment que l'armée rouge lance ses contre-offensives vers le sud en direction de Kharkov. Elle attaque avec des unités fraîches son armée de réserve, près d'1 million d'hommes et 2500 chars. Les soldats allemands sont pris de court par la puissance de ces attaques. Ils sont surtout complètement épuisés. Von Manstein écrit: pour l'infanterie allemande fatiguée, c'était comme si leur ennemi battu avait surgi de la tombe avec une force décuplée. L'armée rouge repousse les Allemands au sud du saillant et fonce en direction de Kharkov. Elle reprend la ville perdue le 28 août 1943. En URSS, on célèbre, non sans prétention, une immense victoire. En réalité, les pertes ont été massives dans les 2 camps, toujours plus élevées dans le camp soviétique. Mais là où l'URSS a des réserves immenses, l'Allemagne, comme avait averti Guderian, n'en a plus aucune.